Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. De récentes statistiques d'ordre économique ont démontré que les femmes détiennent plus de la moitié des capitaux. Des capitaux américains, s'entend. En Amérique, il y a beaucoup plus de femmes en âge de se marier que d'hommes. Environ 2 millions. N'importe quel énarque trouverait là matière à faire une étude de marché intéressante. Nombre d'escrocs aux États-Unis l'ont fait avant lui de toute façon, et en général, le moyen le plus employé pour rentabiliser ce marché potentiel que représentent ces femmes pour la plupart riches, c'est le club de rencontre ou la petite annonce. L'horrible petite annonce. Célibataire, 31 ans, cultivé, bien physiquement, désir rencontrer, femme mûre, laide, riche et stupide pour la tromper, lui faire croire qu'il l'aime pendant quelques jours, lui voler son argent et s'enfuir pour recommencer. Na! Raymond Fernandez était de ceux-là. Américain bon teint, puisque de descendance espagnole, né à Hawaï et demeurant à New York, il vivait de femmes depuis longtemps. En 1945, il avait encore l'air d'un séducteur mondain des années 30, sourcils noirs et épais, moustache fine, lèvres pendantes que ses conquêtes qualifiaient de sensuelles. À 31 ans, Raymond Fernandez, 1m60, maigre à faire peur, portant perruque, n'avait pourtant aucun mal à mener une existence aussi dorée que ses fausses dents. Le piège de l'annonce matrimoniale, il ne savait pas qu'il s'y ferait prendre, lui aussi. Mais cela n'est pas important, non, vraiment pas important. Que Raymond Fernandez se fasse prendre à son propre piège, ce n'est que justice. Mais ce dossier a une autre dimension, celle de la monstruosité. Une telle monstruosité que 25 ans après, on en parle encore, aussi bien à la prison de Sing Sing que dans les traités de criminologie. C'est que, contrairement aux apparences et à son habitude, c'est Raymond Fernandez qui répondit à une petite annonce, une annonce pour laquelle il fallait lire aussi, entre les lignes, « Dame seule, désire rencontrer monsieur affreux sous tout rapport, en vue assassinat en série. » Le shérif Clarence Randall règne sur la petite ville de Grand Rapids dans l'État du Michigan. Nous sommes en janvier 1949. On lui a signalé l'arrivée en ville d'un couple étrange, 3 semaines auparavant. D'après ce qu'il sait d'ailleurs, il ne s'agit pas d'un couple, mais du frère et de la sœur, Raymond et Martha Fernandez. Ils se sont installés dans la petite maison de Madame Dooling. Madame Veuve Dooling habite la ville depuis longtemps. Un grand malheur l'a frappée il y a 2 ans. Son mari est mort dans un accident de chemin de fer et elle est restée seule avec sa petite fille de 2 ans, Raynell. Delphine Dooling, la jeune veuve, a 28 ans. Elle est très belle, mais ne dispose pour vivre que du revenu modeste de l'assurance vie de son mari. Le shérif Clarence la connaît comme il connaît tout son monde ici. Le fait qu'elle reçoive des amis chez elle n'est pas inquiétant. Ce qui ne va pas, c'est que personne ne l'a vue ou rencontrée depuis 24 heures, et pourtant la maison est habitée. Allez donc voir ce qui se passe chez les Dooling, inspecteur, et faites-moi un rapport. La tête de ces 2 escogriffes ne me revient pas. L'inspecteur qui frappe à la porte de la petite maison comprend pourquoi les 2 têtes qui lui ouvrent ne reviennent pas au shérif. On dirait Laurel et Hardy, en beaucoup plus vilain, et le contraire du sympathique. Lui, Raymond Fernandez, tout petit et tout maigre, le sourire faux sur des canines en or, la moumoute toute frisée, le sourcil charbonneux passe encore. Mais elle,
C'est ma sœur Martha, sourit Fernandez. Oh, l'inspecteur n'a jamais vu un monstre pareil. 100 kilos au moins, soutenu par 2 jambes, ridiculement minces, le tout donnant l'impression curieuse d'un entonnoir dont la plus grande largeur commencerait aux hanches. Un visage totalement envahi par la graisse, à tel point que les yeux y disparaissent, ne laissant que 2 fentes. 1,70 m au moins, brune et pas très avenante pour tout dire. Le frère et la sœur? Pas du même père, sûrement. Peut-être même pas de la même mère. En tout cas, c'est le frère qui répond à la question de l'inspecteur. Madame Dowling, nous ne savons pas où elle est. Je suis très ennuyé d'ailleurs, je ne sais pas quoi faire. J'espère qu'elle va nous donner de ses nouvelles. De retour chez le shérif, l'inspecteur lui fait part de sa mauvaise impression, et 1 heure après, il ressonne à la porte de Madame Dowling, muni d'un mandat de perquisition. Oh, ce fut très vite fait. Dans la cave, des traces de ciment frais. On creuse pour découvrir 2 corps. Celui de Madame Dowling et de sa petite fille de 2 ans. À peine arrêté, Raymond Fernandez et sa soi-disant sœur, Martha, avouent. Et ils avouent l'inimaginable, bien qu'il ne s'agisse encore que d'une partie de leurs aveux. Raymond Fernandez, nous connaissons déjà, c'est le Roméo des annonces matrimoniales. Et pour retrouver l'origine de sa rencontre avec Martha, retrouvons une petite annonce, justement, dans un grand journal de New York en 1945, 5 ans avant la disparition de Madame Dowling et de sa petite fille. Fernandez entame une correspondance avec une infirmière diplômée qui vit en Floride, Martha Beck. Les premières lettres qu'il lui envoie sont des lettres standards qu'il a préparées à l'intention des femmes seules et dont il ne change que les noms propres et les adresses. Au bout de quelques mois, cédant à ses propositions de rencontre néotypées, Martha Beck vient rejoindre son séducteur. N'importe quel bellâtre, même avide d'argent, aurait fui devant le choc de cette première rencontre. Eh bien, Raymond Fernandez, lui, ne recule pas. Il ne recule pas devant les 100 kilos de laideur, devant le monstre qui lui tombe dans les bras. C'est pire, et c'est là l'incompréhensible, il tombe amoureux. Martha, il faut quand même le préciser, a 26 ans. Elle a déjà été mariée 3 fois sans succès. On vient de la renvoyer du centre d'éducation pour enfants attardés où elle travaillait. Heureusement d'ailleurs qu'on l'a renvoyée. Malgré son physique, c'est une passionnée. Et elle aussi tombe amoureuse de ce freluquet espagnol sans cheveux. Ils se confient leurs regrets, leurs espoirs. Et définitivement subjugué, Fernandez révèle à sa compagne ses moyens d'existence. Par là même, il avoue l'avoir trompée depuis le début de sa correspondance. Martha ne s'en offusque pas. Au contraire, elle propose de l'aider. Désormais, ils seront frères et sœurs. Cela va rendre plus plausible le personnage du jeune homme qui veut réellement se marier. Ainsi, Fernandez reprend sa lucrative activité. Lorsqu'il a repéré une femme seule et riche, il s'installe chez elle. Au bout de quelque temps, Martha vient le rejoindre en racontant une histoire d'ennui financier. Le reste n'est que routine. Et en 1947, Raymond et Martha font régulièrement une victime par mois. Oh, il n'y a guère de danger d'ailleurs pour eux. Beaucoup de femmes n'aiment guère porter plainte dans ce cas-là. Et il suffit pour décourager les mauvaises langues de changer d'état le plus souvent possible. En 1949, ils sont donc installés tous les deux chez Madame Dowling. Mais déception pour eux. La jeune et belle veuve n'est pas très riche et surtout extrêmement méfiante. Elle est curieuse de savoir comment le beau Raymond a vécu avant de la connaître et pourquoi il traîne derrière lui, comme un boulet, cette sœur grotesque et avide. En effet, Martha se plaint, comme à son habitude, de manquer d'argent. Elle insiste tellement qu'un soir, Madame Dowling se fâche. « Si vous ne quittez pas la maison immédiatement, je porte plainte !» Dans son bol de café le lendemain, il y a tellement de tranquillisants qu'elle s'en rend compte. Elle lutte pour ne pas s'endormir sur sa chaise, se traîne dans la cuisine, s'accroche aux jambes de Raymond qui panique. Et il l'abat d'un coup de revolver. Martha l'aide à transporter le corps dans la cave et à l'enterrer. Mais il reste la petite fille. Renelle a 2 ans. Ne voyant plus sa mère, elle se met à pleurer de plus en plus fort. Et Martha, excédée, décide d'en finir. Elle noie la petite fille dans la baignoire. Et les 2 amants refont le même travail de terrassement dans la cave. Le shérif Clarence, arrivé à ce moment de l'interrogatoire, n'en croit pas ses oreilles quand il demande « Qu'est-ce que vous avez fait ensuite ?»
Nous sommes allés au cinéma. Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast Europe 1. Au Michigan, la peine de mort n'existe pas. Et malgré son dégoût, le shérif Clarence sait très bien quelle sera la conclusion de cette affaire épouvantable. Même si ce couple de monstres est condamné à la prison à vie, on les libérera comme c'est l'usage au bout d'une quinzaine d'années. Ils le savent tous les deux d'ailleurs. Alors ils crânent, elle est là, affalée sur la banquette de bois, son triple menton posé sur la poitrine, couvant son hidalgo de ses petits yeux porcins et méchants. Le shérif est un brave homme, mais ces deux-là dépassent la mesure. Inspecteur Yann, donnez leur signalement à tous les États. Prévenez le FBI. Fouillez leur passé jusqu'à leurs premières dents. Je veux tout savoir sur ces deux-là, tout. Il n'est pas question de leur passer le moindre vol dans un drugstore. Montre tes poches, Fernandez. Enlève tes chaussures. Ôte ta perruque. Et donne-moi les numéros de tes comptes en banque. S'apercevant que le shérif a l'intention d'aller loin, le plus loin qu'il pourra, Martha bondit comme une énorme panthère. Ne le touchez pas. Vous n'avez pas le droit. Cette femme l'a provoqué. C'est elle qui cherchait à faire une affaire. Elle ne lui a même pas donné un cent pour faire le marché pendant toute la semaine. Le compte en banque de Raymond Fernandez est pourtant bien fourni. 6 000 $. Séparé de sa maîtresse, Raymond est beaucoup plus fragile. Il ne résiste que 48 heures à l'interrogatoire du shérif Clarence. Madame Veuve Young, morte à Chicago d'une trop forte dose de tranquillisant, avait rencontré le couple monstrueux. Puis, Madame Wilson et sa fille unique. De 48 heures en 48 heures, les noms défilent. 4, 7, 12, 15, 20, 22. 22 victimes en 5 ans. 22 femmes, avec leurs enfants dans certains cas. Et jamais nulle part le moindre soupçon sur le couple Fernandez. Le shérif Clarence n'a jamais vu sur sa table un dossier aussi énorme. La presse américaine gronde, l'Amérique gronde, après ces deux êtres bouclés chacun dans une cellule de Grand Rapide. Chaque fois qu'un photographe ou qu'un journaliste s'occupe de Martha, elle clame son amour pour son ridicule petit amant maigre et chauve. Chaque fois que c'est à son tour, Fernandez en rajoute sur sa passion pour l'énorme Martha. Ils s'aiment, aussi aberrant que cela puisse paraître, ils s'aiment jusqu'à la folie. Le véritable mobile de cette cascade de meurtres n'est pas véritablement l'argent d'ailleurs, non. Plus l'enquête avance, et plus la police s'en rend compte, c'est la jalousie de Martha qui l'a provoquée pour l'essentiel. Tenez, le meurtre Jeannette Fay, par exemple, était totalement gratuit. Fernandez avait fini son travail. Il lui avait extorqué la totalité de ses ressources. Il voulait simplement s'enfuir avec Martha. Mais Jeannette Fay était séduisante, bien qu'âgée de 60 ans. Pendant plusieurs semaines, Martha avait vécu dans son appartement, couchant seule dans une petite chambre et supportant les amours de son frère, entre guillemets, et de cette femme sans rien dire. Au moment de partir, elle ne se retint pas de faire une séance de jalousie grotesque et incompréhensible pour la malheureuse femme. Fernandez l'entraîna de force, elle revint seule pour assommer sa rivale à coups de marteau, sans toutefois réussir à la tuer. C'est Fernandez qui dut l'achever, en étouffant la blessée avec un foulard. Ils se débarrassèrent de leur victime en l'expédiant dans une malle à 50 km de chez elle, dans une maison louée pour la circonstance. Jeannette Fay fut découverte dans cette dernière maison, enterrée dans la cave. Ce meurtre d'ailleurs, commis dans l'État de New York, allait permettre une astuce juridique. Certains journalistes affirment même qu'en l'occurrence, le ministre de la Justice américaine a quelque peu triché. En effet, le meurtre de Jeannette Fay étant antérieur à celui de Madame Dooling, la loi fédérale permettait de faire extrader les deux criminels dans l'État de New York pour y être jugés. Et dans l'État de New York, il y a la peine de mort. C'est donc New York qui connut l'épilogue de ce dossier extraordinaire et la fin de Raymond Fernandez et Martha Beck. Mais il n'avait pas fini de faire parler d'eux, cependant.
En juillet 1947, ils savent que la chaise électrique les attend. Ils entament alors une procédure sans précédent pour y échapper. Elle dure 2 ans avant que le procès s'ouvre enfin fin juillet 1949. Le couple va plaider l'irresponsabilité. Un défilé impressionnant de médecins, de psychiatres, affirme à la barre qu'ils ne disposent ni l'un ni l'autre de toutes leurs facultés. La thèse de la défense est simple. Il s'agit de prouver que l'amant maigrichon et la maîtresse obèse se tenaient sous une sorte de domination réciproque. Et l'on trouve dans les plaidoiries ce genre d'argument. Ils étaient victimes du même envoûtement. Un envoûtement qui faisait d'eux des pantins irresponsables. Lorsque Fernandez tuait, c'était la faute de Martha Beck. Lorsque Martha Beck tuait, c'était la faute de Raymond Fernandez. Et pour étayer leur thèse, les avocats déballent devant les jurés les détails intimes de la vie privée des 2 accusés. On connaît la grande liberté dont jouissent les journaux américains dans ce domaine, mais pourtant tous refusent d'imprimer ces détails. Pendant 3 semaines, c'est un étalage de monstruosités, d'incidents d'audience, d'écœurements. Le genre de procès fleuve dont on se demande si la justice a vraiment besoin, s'il ne conviendrait pas de faire ce déballage à huis clos. Sur cette scène gigantesque, devant un public horrifié et des jurés exténués, Martha profite de la moindre occasion pour s'échapper de son box, courir dans les bras de son amant et l'embrasser avidement. Dans le désordre que provoquent ces manifestations d'un goût douteux, les partisans de la peine de mort ont bien du mal à se faire entendre. Il est évident que la défense profite de la confusion. L'horreur des meurtres successifs, patiemment détaillés, la personnalité, le physique étrange de ce couple, tout cela fait que le jury a tendance à penser à l'asile psychiatrique plutôt qu'à la chaise électrique. Il faut toute la fermeté du juge Pécora pour rendre aux jurés leur rôle essentiel. Le 18 août 1949, tard dans la soirée, pressentant qu'il fallait en finir au plus vite, il s'adresse aux membres du jury en ces termes. « Je ne remettrai pas l'audience à demain matin. Je vous demande d'accepter de ne pas dormir cette nuit et de rendre votre verdict en oubliant tout ce qui n'est pas l'essentiel. » Toutes les stations de radio d'Amérique suivirent le suspense des délibérations pendant 4 heures, et dans leur quasi-totalité, ces stations exprimaient le vœu que les criminels soient exécutés. Bestialité, sang-froid pour 22 crimes d'argent ne devaient pas être oubliés dans le tumulte de la paranoïa simulée. Le jury fut unanime. 4 jours plus tard, le 22 août, le juge Pécora condamnait Raymond Fernandez et Martha Beck à la chaise électrique. L'un et l'autre firent appel, et une nouvelle bataille légale s'instaura pendant qu'ils échangeaient des lettres d'amour à la prison de Sing Sing. Là aussi, ce fut invraisemblable. Du Shakespeare à la sauce des prisons américaines. L'architecture de la section des condamnés à mort est faite de telle façon qu'elle permettait à Martha et Raymond de s'entrevoir de temps en temps. En effet, c'était l'été, et le plus souvent, les gardiens laissaient ouvertes les 8 portes qui rayonnent dans toutes les directions à partir du couloir central. La surveillance chez les femmes étant moins sévère, Martha arrivait souvent à se promener jusqu'à cette salle circulaire et à apercevoir son amant dans la première cellule du couloir des hommes, à lui crier des déclarations d'amour avant que la gardienne ne l'enferme à nouveau. Le manège dura 1 an, le temps accordé aux États-Unis pour effectuer les démarches légales en vue de la révision d'un procès. Pendant 1 an, ils s'envoyèrent des lettres enflammées, se hurlèrent des mots d'amour par-dessus les grilles électriques. La presse américaine se faisait régulièrement l'écho de cette idylle derrière les barreaux, et des lecteurs sadiques dévorèrent les péripéties du roman d'amour des 2 criminels les plus détestés des États-Unis. Le folklore continuait, même à quelques semaines de la chaise électrique. On finit quand même par les séparer un peu plus efficacement, mais Raymond Fernandez devint alors la bête noire des autres condamnés à mort. Ils avaient trouvé le point faible du Roméo des petites annonces matrimoniales, sa jalousie. Chaque fois qu'un enquêteur ou un avocat pénétrait dans la cellule de Martha, la nouvelle passait d'une cage à l'autre, alourdie de sous-entendus obscènes, et Raymond Fernandez hurlait de rage, se roulait par terre dans une frénésie de jalousie hystérique. Par 2 fois, il tenta de se suicider, une fois avec un nœud coulant fabriqué avec les débris d'une chemise, une seconde fois en essayant de fabriquer un système curieux. Un gardien trouva sous son sommier des fils de cuivre torsadés.
Intrigué, il examina le commutateur électrique placé à l'extérieur de la cellule, mais que le condamné pouvait atteindre d'une main. Les contacts avaient été trafiqués et on s'aperçut que Fernandez pouvait se suicider en branchant le fil de cuivre sur le commutateur, en humectant ses mains et en touchant en même temps un des barreaux de la cellule pour faire masse. Une chaise électrique avant l'heure, en quelque sorte. Il fallut l'isoler davantage, jusqu'au 8 mars 1951, jour fixé pour la double exécution. Tous les moyens légaux avaient échoué, pas de grâce, pas de recours, et le gouverneur de l'État refusa son pardon. Le 8 mars, on servit à Fernandez son dernier repas. Du steak, des légumes, du fromage, des gâteaux et un Havane offert par l'administration. Il mangea le tout et fuma son cigare. Martha Beck se contenta d'un morceau de poulet, de quelques frites et d'une salade. À 23 heures, elle entra la dernière dans la pièce au mur vert clair et s'assit sur la chaise électrique. Fernandez l'avait quittée quelques instants auparavant. Même leur fin fut monstrueuse. Et j'aurais tendance à dire, il n'y a qu'en Amérique que ce genre de choses arrive. Je n'en veux pour preuve que la dernière conversation de Martha Beck avec son gardien, tellement effarante que l'on a du mal à penser que ces gens existent vraiment, qu'ils ne sortent pas d'un horrible film de fiction. Le gardien, qui lui servait son repas, poulet et salade, s'inquiéta de savoir si elle ne désirait pas autre chose. Martha Beck, à 1 heure de la chaise électrique, à 32 ans et 22 crimes abominables, ce monstre de 100 kilos répondit, et le témoignage est authentique, « Non merci, je ne veux pas grossir. » Vous venez d'écouter Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Estelle Lafont. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée.